Et salut à tous et bienvenue sur FalcAlter.fr. Aujourd'hui, petite decklist Gulrang, bien entendu, on est en live. Comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, bien entendu, le lien est dans la description. Petite decklist Gulrang aujourd'hui, voilà, on essaie de construire des decks sur d'autres personnages. Et je me disais que ce serait cool de vous présenter cette liste. Alors attention, je n'ai aucune prétention à être un très très gros deck builder, mais voilà, je me disais que ça pouvait peut-être en inspirer certains. Donc je vous présente une petite liste qui me paraît cohérente. J'ai essayé de la construire dans le but où bah voilà, on bénéficie forcément de l'avantage de Gulrang. Je le rappelle, Gulrang qui dit que tous les tokens ont un boost, c'est-à-dire que tous les jetons que vous jouez ont un boost. Tant que vous avez moins de 8 orbes de mana, vos jetons ont défenseur, et à partir du moment où vous avez plus, enfin vous avez 8 orbes de mana ou plus, ils perdent ce mot-clé défenseur. Donc l'objectif du deck est d'essayer de faire du 1 pour 1, ou de faire du 0 pour 0, ou peut-être de perdre seulement de 1 à 0 pendant les premiers tours pendant lesquels on est en dessous des 8 de mana, de limiter la casse, on va dire, jusqu'à atteindre les 8 de mana, et là, dégueuler du token, pondre du token, et essayer de profiter du bonus que nous donne Gulrang sans son malus pour venir gagner la partie. Donc voilà pour Gulrang. Donc là, l'objectif du deck, alors j'ai essayé de faire une liste qui n'était pas centrée autour du fait qu'on allait perdre. En fait, j'ai essayé de construire un truc quand même qui assumait le fait que des moments on allait vouloir gagner des XP, même en dessous des 8 de mana. On va pas faire que perdre des XP et que empêcher l'adversaire d'avancer, on va quand même chercher, nous, à avancer, et voilà, tout simplement, on va essayer de rendre de la main, d'essayer de jouer intelligemment nos cartes. Du coup, on part sur du classique, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 Ratatosk en rare dans Gulrang, c'est un tour 1 pour 1, pour 3 jouer de la réserve, c'est une 5-5-5, parce que les 2 tokens qui sortent de la réserve prennent chacun un boost. Donc du coup, c'est plutôt solide, jouer d'un côté, 5-5-5 pour 3, ça vient bloquer des bons tours 3, tout ce qui est Cernunnos, ça vient même bloquer une Fille d'Yggdrasil qui serait pas boostée, une guerrière de Havre, ce genre de choses, donc c'est pas dégueu, que ce soit en début ou en fin de partie, c'est plutôt fort pour le coup, et c'est un bon après-vous jouer de la main. 3 troupières Ordis en rare en tour 1, parce qu'à mon avis, c'est une carte qui se met dans tous les decks, c'est le meilleur tour 1 du jeu, ça rend la main, ça pose des stats, et ça peut nous faire gagner des XP en début de game et en fin de game. Donc en fait, voilà, on essaie d'avoir j'ai essayé de mettre des cartes qui étaient plutôt équilibrées, que ce soit en ayant moins de 8 de mana ou en ayant plus de 8 de mana. Donc dans cette logique-là, la troupière Ordis rentre parfaitement bien dans le deck. Le KD Ordis, très bon tour 2 dans ce deck, qui est une 3-3-2 du coup dans Gulrang, 3-3-2 qui va bloquer l'adversaire, qui va avoir défenseur quand on a moins de 8 de mana, ou 3-3-2 pour 2 qui n'aura pas défenseur quand on aura passé les 8 de mana. Très bonne carte, surtout qui va nous permettre de faire proc nos 3 Ozma en commune pour aller piocher. Ozma, c'est pareil, clairement, c'est une staple dans tous les decks Ordis, aujourd'hui il faut la jouer. Ça nous permet d'aller piocher, on va quand même générer du token. Le but du jeu de toute façon de Gulrang, c'est de générer du token, donc là voilà, on va profiter de cette Ozma pour gagner en consistance et toujours piocher, ne pas être à court de ressources, bien entendu. Dans ce deck, on a 2 archivistes du monolithe en commun. J'en ai pas mis 3 parce que selon moi 3 c'était un peu trop, 2 c'est assez parce que bah en fait voilà, de toute façon il y a des lanes sur lesquelles on n'avancera probablement pas parce qu'on aura déjà placé un token, et cet archiviste, quitte à ne pas avancer, autant bien bloquer l'adversaire en posant une carte pour 2 qui a 3-3-3 de stats, qui a de défenseur. Donc je l'ai mis qu'en 2 fois parce que en late game, c'est peut-être un peu moins opti, après les 8 de mana, on veut pas trop l'avoir cet archiviste, quoique ça peut nous aider dans certaines situations, ça peut nous sauver des lanes, etc. Donc voilà, du 3-3-3 pour 2, c'est très très fort, et surtout cet archiviste, il peut nous permettre de faire proc l'effet des bureaucrates qu'on aura mis dans le deck, parce que forcément, les bureaucrates, ce sont des persos qui ont un effet quand l'expédition n'avance pas, donc on a essayé d'en mettre un petit peu. Je vous dis pas que c'est un deck bureaucrate, mais voilà, on en a mis un petit peu, comme ici, j'ai mis un légat du monolithe. Le légat du monolithe, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, vous sabotez. Donc en fait, le légat du monolithe, à partir du moment où vous le posez sur une expé, où vous avez un token, quand vous avez moins de 8 orbes de mana, et bien forcément l'expédition n'avancera pas, même si vous gagnez, donc vous allez quand même saboter derrière. Et même en late game, vous pouvez le poser sur une expédition sur laquelle il y a l'archiviste du monolithe, pour être sûr de ne pas avancer et aller saboter, ce genre de choses. J'ai aussi rajouté 2
Tot en rare. Le Tot en rare, alors 2, parce que 3 c'est trop selon moi. Tot en rare c'est très fort hein, dans ce deck. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, créez 2 jetons soldats 1-1-1 recrueur 10 dans une expédition ciblée. Donc déjà c'est plutôt versatile parce que vous choisissez l'expédition, notamment si vous jouez contre du Kojo, si vous jouez contre du Sigismar, si vous jouez contre du Lindiway, vous savez il y a des jetons qui peuvent pop à tout moment. Ça peut être cool de pouvoir choisir dans quelle expédition est-ce qu'on va faire pop les jetons qui prendront des boosts, donc qui seront du 4-4-4. Et du coup c'est quand même de plutôt bonnes stats. 3-3-3 pour 2, c'est pas dégueu. Ça permet de toujours mettre de la présence tour après tour. Donc pour le coup, très bonne carte. Carte un peu moins bonne après les 8 de mana, c'est pour ça qu'on en met que 2. Mais en tout cas, voilà, c'est un bureaucrate qui combote très bien aussi avec l'archiviste du monolithe ou sur n'importe quelle expédition dans laquelle vous aurez fait pop un token. Ensuite, on a du Guardian Ordis en commun, en un seul exemplaire, tout simplement parce que je pense qu'en 3 exemplaires, même en 2, ce serait trop. Même dans des decks classiques, même dans du Sigismar, je pense que Guardian Ordis, c'est pas plus de 2 exemplaires, 3 c'est beaucoup trop. On préfère mettre d'autres cartes peut-être un peu moins chères, qui seront un peu plus stables ou au même prix, mais qui auront plus d'impact sur la game, notamment des guerrières de Havre, des marchands de sable, etc. Donc voilà, hein, ça nous permet en fait aussi, surtout, d'aller générer un token dans l'expédition dans laquelle elle ne se trouve pas, donc juste de choisir de faire en sorte, à moins de 8 de mana, qu'on ait une seule des 2 expéditions qui n'avance pas, et de nous laisser la possibilité d'avancer sur l'expédition dans laquelle on a posé la Guardian Ordis en commun, toujours dans cette optique de ne pas perdre toutes nos expéditions dès le début, en tout cas de ne pas avancer, de ne pas nous empêcher d'avancer sur nos expéditions dès le début. On a mis aussi une Guardian Ordis en rare, parce que pour le coup dans Gulrang, la Guardian Ordis rare est très très forte. C'est pareil, hein, c'est du 5-5-5 de stats, mais réparti. Vous avez 2-2-2 de stats d'un côté, 3-3-3 de stats de l'autre pour 3. Donc si vous êtes voilà, sur un tour où vous savez que ça va être compliqué, vous pouvez très bien la poser à moins de 8 de mana pour vraiment dire aujourd'hui personne n'avance en posant de bonnes stats, ou sinon après les 8 de mana c'est très très fort, hein, pour le coup ça met de la présence des deux côtés, donc très très bonne carte, one-off pour le coup. Je pense que c'est pareil, en fait faut trouver un juste équilibre, plus ce serait un peu trop. On a 2 espions Ordis en rare en fait qui viennent compléter le sabotage du légat du monolithe. En rare, tout simplement parce que de la main ça va saboter, et de la réserve du coup ça va être une 4-4-4 pour 2, parce que ça va générer un soldat recrueur 10 de la réserve qui va prendre son boost, donc pour 2, une 4-4-4 qui va venir bloquer une XP quand vous avez moins de 8 de mana, et qui va juste être un monstre quand vous aurez dépassé les 8 de mana, donc qui est clairement pas dégueu dans ce deck. 3 c'est pareil, encore une fois je pense que ce serait bien trop. Forcément 3 Baba Yaga en rare, tout simplement parce que ça fait piocher pour ajouter encore une fois de la consistance au deck. On a 3 Ozma, on a 3 Baba Yaga rares pour aller piocher, voilà, pour toujours avoir des ressources dans ce deck de toute façon. Il y a la possibilité de placer des procuratrices en rare, mais encore une fois la procuratrice, je trouve que la philosophie de la carte dans ce deck, c'est de se dire qu'on se donne pas le droit de gagner des XP en début de partie, alors que cette Baba Yaga nous dit on a le droit de gagner des XP en fait. On peut la jouer T1 d'un côté où l'adversaire n'a rien posé et gagner une XP, et c'est déjà ça en fait, c'est déjà ça. Pour le coup, elle peut nous faire gagner des lanes, cette Baba Yaga, donc c'est pour ça que je la préfère à la procuratrice dans ce deck. On a forcément 2 chargés, carte de late game, hein. Si vous l'avez en début de game, ça sert à rien de la garder en main, mettez-la en mana, c'est une carte que vous voulez piocher en late game. 2, je pense que c'est le juste équilibre, ça vient donner un boost à toutes nos cartes, et bien entendu, si on a généré du token, eh bien ça vient donner un boost en plus à nos tokens. Forcément, vu qu'on va avoir de la présence, vu qu'on va générer des petites créas, c'est tout l'intérêt de cette carte. Elle a énormément de value en late game, vu qu'on va générer du token, qu'on va avoir de la présence sur le board. 3 entraînements à l'esprit d'équipe, meilleure carte de gestion à l'heure actuelle pour Ordis, selon moi, pour 2. Vous pouvez dégager n'importe quoi à partir du moment où vous avez le nombre de personnages qu'il faut sur le board, c'est très très fort. 3 transporteurs Ordis, tout simplement pour setup du permanent. Alors le transporteur Ordis, il crée un jeton 2-2-2, donc c'est plutôt fort. C'est pareil, il y a un timing sur lequel le poser, ce transporteur. Faut pas hésiter à le poser. Je pense que il y a des decks contre lesquels on va pas le poser, il y a des decks contre lesquels on va le poser. Je vous avoue que c'est, il m'a toujours servi lors de mes parties. Il fait très très mal en fait. En vrai, il est bien chiant.
pour le coup, mais je sais pas si 3 c'est un peu trop, je sais pas, j'avoue que j'ai un doute, mais en tout cas il est quand même bien utile dans ce deck. En poser 1 c'est nécessaire selon moi, en poser 2 je suis pas certain, à partir du moment où vous en avez posé 1 peut-être que le deuxième se met en mana pour, enfin le deuxième et le troisième se mettront en mana si vous les chopez, juste pour s'assurer d'avoir de la présence sur le board autrement que par un permanent. Mais voilà, très très bonne carte hein, qui vient rajouter automatiquement un token sur l'expédition compagnon au début de chaque tour. Forcément 2 petits sauts adhésifs pour aller gérer les gros permanents, les grosses créas, les Hydracaena, ce genre de choses. Et bien entendu 2 ouvrez les portes en rare, je pense que 3 c'est trop. C'est pour ça que je le laisse à 2. Vous créez 4 jetons soldats 1-1-1 recrues hors 10, distribués comme vous le voulez sur vos expéditions. Donc potentiellement du 8-8-8 de force, dispatché comme vous le souhaitez. Donc bien entendu, bah, ça peut faire la différence. Hein. Ça nous fait gagner du temps en dessous des 8 de mana, au-dessus des 8 de mana, ça fait gagner des games et des XP tout simplement. Donc voilà pour ce deck. J'ai 3 uniques. Alors les uniques à mettre dans ce genre de deck, de l'unique qui génère du token, principalement, soit de l'unique qui fait piocher, qui a des bonnes stats, ou de l'unique qui génère du token, full token. Donc moi ici j'ai un Kakoba, commandant de la Légion, qui est pas dégueu, hein, 3-1-1 de stats pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton soldat 1-1-1 recrue hors 10 dans votre expédition héros. Donc c'est clairement pas dégueu, hein. C'est une carte qu'on aime bien avoir plutôt en mid-late game pour pouvoir avoir déjà des persos de setup. Donc voilà, vous avez joué un tot au tour précédent qui pose ces 2 tokens. Votre Kakoba quand il entre en jeu, bah voilà, vous pouvez direct enchaîner derrière avec des petits tours et faire proc du token. Votre Atatos en sortie de réserve, c'est pareil, il a déjà fait proc les 3 tokens, les KD hors 10 sont là aussi. Donc voilà, ça combote bien avec Ozma, ça combote bien avec le Kakoba. Il a le petit effet de sortie de réserve le petit effet de soutien depuis la réserve qui dit que vous pouvez faire proc un token. Donc voilà, dans l'idée c'est de faire proc du token, soit pour gagner du temps, soit pour gagner en late game. J'ai mis un petit scribe runique du monolithe qui est pas dégueulasse, 3 jouets de la main, 1 jouet de la réserve, une 2-1-2, qui a un effet simplement jouet de la main, qui dit que si vous contrôlez un jeton, vous créez un jeton soldat 1-1-1 recrue hors 10 dans chacune de vos expéditions. Donc si vous avez déjà un jeton sur le board pour 3, vous posez tout simplement 6-5-6 de stats depuis la main. Voilà, réparti en plus sur 2 XP, ce qui est plutôt pas dégueu, c'est un petit up si vous voulez de la gardienne hors 10 qu'on a en rare, donc c'est pour ça aussi peut-être que la gardienne hors 10 je l'ai pas mis en plus d'exemplaires dans ce deck. Et j'ai mis une 3e unique que j'ai pas eu l'occasion de poser encore, mais j'aimerais bien me rendre compte un peu de si elle est forte ou pas. Un petit Quetzal ici qui est plutôt cher, hein, 5-5-5 de stats pour 6 jouets de la main, 6 jouets de la réserve, qui a un effet jouet de la main, qui dit que si vous contrôlez un repère ou plus, créez 2 jetons soldats 1-1 recrue hors 10 dans chacune de vos expéditions. Alors je suis pas convaincu, j'avoue que je l'ai mis parce que je savais pas... J'avais pas d'idée de quoi mettre d'autre, mais à tester. Je me dis que vu qu'on joue 3 transporteurs et qu'en général le transporteur quand on l'a en main on le place, ça peut être game changer, ça peut faire gagner des games. Toutes les games pour l'instant où je l'ai eu, il a fini en orbe de mana, donc peut-être que c'est quelque chose que je changerai, mais voilà, dans ce deck principalement vous choisissez de générer du token, hein. Des uniques qui génèrent du token, c'est très très fort pour le coup parce que ce sont des cartes boostées qui vous permettront de soit gagner du temps en dessous des 8 de mana, soit de gagner la partie en fin de game tout simplement. Donc on est sur une courbe plutôt pas dégueu. Et voilà, du coup pour ce petit deck Gulrang, on se retrouve dans une vidéo tout de suite après pour aller tester ça en partie.